Eh bien, bonsoir et bienvenue à toutes et tous à notre troisième et dernier rendez-vous dédié au cancer du poumon en ce mois de novembre Pearl. C'est un mois qui est consacré à la sensibilisation à ce cancer, le cancer du poumon. Et donc, Patients en réseau, mon réseau cancer du sein et Dis-moi santé, avions souhaité consacrer 3 webconférences à ce cancer. Donc, nous arrivons à l'issue de ces rendez-vous et les 2 replays des 2 précédentes webconférences sont ou seront très prochainement disponibles sur la chaîne YouTube de Patients en réseau et de mon réseau cancer du poumon. Donc, pour ce dernier rendez-vous intitulé Comment vivre avec un cancer du poumon en découvrant des activités, des soins pour se sentir bien au quotidien, Laure a invité et sélectionné avec soin un panel d'experts dans différents domaines, l'art-thérapie, l'activité sportive, etc. Et nous allons les découvrir tout au long de cette webconférence. Donc, nous aurons autour de nous le témoignage d'abord de Leslie, qui est patiente experte auprès de mon réseau cancer du poumon et qui va nous partager son expérience personnelle. Marielle Tuile, Elisabeth Sagnier, Guillaume Renaud et Olivier Laplanche et le docteur Arlette Pomerol. Donc, un énorme merci à vous tous. Et à l'issue de ces interventions, ce qu'on vous propose ce soir, c'est que tout le monde interviennent et qu'ensuite on prenne les questions, Laure et moi, sur l'onglet questions comme habituellement, à la seule condition bien sûr que ces questions soient d'ordre général. Il est bien entendu que pour toute question d'ordre personnel liée à votre état de santé ou à celle d'un proche, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre équipe médicale qui est la seule à pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite la bienvenue et surtout une excellente webconférence. Laure, est-ce que tu souhaites dire un petit mot d'introduction? Avec grand plaisir. En fait, c'est la première année que nous proposons ces rendez-vous virtuels au moment de novembre, ce mois de sensibilisation au cancer du poumon. Vous avez peut-être remarqué qu'enfin, on commence à un peu plus parler, au-delà du mois sans tabac, de la nécessaire sensibilisation à ces cancers qui touchent bien sûr des personnes qui ont fumé, mais aussi 20 à 25% de personnes qui n'ont jamais fumé. Et quelles que soient les circonstances et les raisons pour lesquelles ces personnes tombent malades, il est évident qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de les soigner le mieux possible, mais aussi de les accompagner le mieux possible. Et mon réseau cancer du poumon fête tout juste ses 4 ans. On a des personnes qui sont donc soignées dans toute la France. Et ce qu'on a pu observer, notamment avec Leslie, qui est donc patiente experte du réseau et qui m'accompagne dans son développement depuis le début, c'est que finalement, il y a beaucoup de personnes, patients ou proches, qui ne connaissent pas les soins de support et peut-être à qui on propose moins d'accéder à ces différentes activités qui pourtant peuvent vraiment aider à mieux faire face au traitement, à mieux vivre la maladie, à mieux vivre tout simplement. Et donc, effectivement, on propose à Leslie peut-être de partager d'abord avec nous son témoignage, j'allais dire un peu son histoire et aussi comment elle a découvert, on pourrait dire, un bouquet de soins de support qui lui font du bien. Et donc, on lui laisse la parole avant d'écouter nos différents experts. Bonsoir, je m'appelle Leslie et je remercie l'équipe pour l'invitation. Donc, je suis tombée malade pour mes 45 ans d'un cancer du poumon. Donc c'était à 5 ans, donc j'avais un métier très prenant, un petit garçon de 4 ans. J'étais pas sportive, mais pas fumeuse non plus. Et voilà, après des épisodes d'infection ARL, il y en a un qui dure un peu plus longtemps que les autres, on n'arrive pas trop à guérir. J'avais aussi de la fatigue, mais cette fatigue-là, je la mettais sur le changement de boîte que j'avais réalisé. Et puis là, on s'inquiète un petit peu. Donc, en mars, j'ai une prescription pour passer une radio. Et puis, j'ai pas trop le temps parce que je viens de changer de travail, j'ai de la famille. J'attends que la famille parte en vacances et que je sois tranquille pour passer cette radio. Et là, j'ai un radiologue qui me dit que j'ai une tache. J'ai l'autre radiologue qui m'annonce 3 jours après et qui me dit « Oh, c'est pas grave, votre cancer, ça se guérit bien ». Donc là, c'était le tsunami dans ma vie. Tout a été basculé.
Et puis, ben voilà, j'étais sidérée et j'ai cherché, voilà, il a fallu que je gère la suite et que je la gère un peu toute seule. Donc, bon, aujourd'hui, tout va bien. Hein. Après de la radiothérapie combinée à de la chimiothérapie, après 2 essais sur des thérapies ciblées, j'ai trouvé la bonne thérapie ciblée. Je suis sous ma vitesse de croisière. Voilà, j'ai une mutation qui est assez rare, mais qui n'est pas si méchante, on dira. Et durant ces 5 ans, donc en fait, j'ai cherché des activités pour d'abord digérer cette annonce qui était assez violente. Gérer les angoisses aussi qui entourent les examens. Donc ça, bon, tout le monde, voilà, tous les patients savent ce que ça peut être. Pour également me rencontrer des patients. Parce que comme j'étais traitée par thérapie orale, moi, je n'allais pas à l'hôpital ou tous les 3 mois, donc je rencontrais très peu de personnes et je me sentais plutôt seule parce que j'avais arrêté mon métier. Et il fallait que j'occupe le temps que j'avais retrouvé. Donc, j'ai essayé d'écouter les conseils de ma psychologue qui me disait qu'il fallait que je prenne du temps pour moi, que je me fasse plaisir, que je me recentre. Il y avait le radiothérapeute, lui, qui me disait « Ah, mais la fatigue, pour traiter la fatigue, il faut bouger. » Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit mix de tous ces conseils qui m'arrivaient et j'ai commencé par l'Acamie Sport et Cancer. Donc, ça avait l'avantage d'être tout près de chez moi et de me faire bouger. Donc, j'ai découvert l'activité physique adaptée. Bon, au départ, ça me semblait un peu du karaté, quoi, mais ça se passait très bien, ça me faisait du bien. Je rencontrais d'autres personnes. Mais malheureusement, j'avais un de mes médicaments qui entraînait de l'hypotension. Donc, voilà, j'ai arrêté pour ça. Mais j'ai continué quelques temps en faisant du bénévolat pour l'Acamie, pour le côté administratif. Ce que j'ai fait aussi, j'ai passé le diplôme d'accompagnement des patients en oncologie qui est proposé à l'Université des patients à la Sorbonne. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu rencontrer de très belles personnes, dont Laure Guéroa-Colas, la fondatrice de l'association Patients en réseau. Et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai pu rencontrer l'équipe d'Étincelles. Donc, tout ça, ça fonctionnait ensemble parce que Laure, justement, ouvrait sur les autres associations. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu découvrir tous les ateliers qui se passaient à l'époque près de chez moi. C'était avant le Covid, avant la visio. On faisait les choses sur place. Et j'ai commencé par de l'art-thérapie. Donc, avec Laurence Bozzi, des médecins de l'imaginaire qui proposaient des cycles d'ateliers. Donc, c'est elle qui a fondé ça. Et au départ, c'était en présentiel, puis en visio. J'ai découvert cela ainsi. Actuellement, je fais encore des fois des ateliers ponctuels avec Laurence. Mais sinon, je continue aussi avec Yuna, toujours à Étincelles, où là, je fais plutôt de l'illustration de contes. Donc, c'est à mon petit niveau. Moi, je suis fan de l'aquarelle. Voilà, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais ça fait du bien. Et ensuite, je me suis intéressée au séjour qui, à l'époque, était post-cancer, c'est-à-dire pour les patients qui étaient en rémission. Mais j'ai participé au premier séjour pour les patients en cours de traitement à la Maison de la Vie par l'association Ciel Bleu. Et c'est un moment assez fort parce que c'était la première fois que des patients traités pouvaient se réunir et c'était assez émouvant. Et là, donc, c'était beaucoup d'activités de yoga, d'art-thérapie également, de la marche, des échanges, des ateliers culinaires. Mais c'était dans le nord de la France. Alors, quand j'ai vu passage en Vercors, dans quel environnement il se passait, cela m'a intéressée fortement également. Et donc là-bas, en plus de toutes ces activités, il y a beaucoup de sophrologie également et l'escalade. Voilà, pour bien profiter du décor. Et j'ai rencontré un groupe formidable et nous sommes encore en relation et ce sont maintenant des amis très proches. Et de toutes les activités que j'ai pu faire autour de ces 5 ans, il y en a une dont je ne peux pas me passer. Sinon, je deviens de mauvaise humeur et je suis toute coincée du dos. Marielle va se reconnaître. Donc voilà, c'est le Qigong que je fais régulièrement, donc que ce soit en visio ou en présentiel.
Et je vais vous laisser maintenant voilà, dans les mains virtuelles de Marielle pour qu'elle puisse vous présenter les bienfaits du Qigong et du Shiatsu également. Alors, quelle chance, merci Leslie, parce qu'en fait, vous avez expérimenté tout ce qu'on a ce soir. Oui. Donc, voilà, vous pourrez en plus après intervenir et nous faire part de vos expériences encore plus précises. Donc, effectivement, très belle transition pour Marielle Tuile. Donc, vous êtes praticienne en Shiatsu et Qigong et vous pratiquez depuis 2015 et cette pratique vous a donné envie de vous reconvertir en 2019 et vous travaillez et vous intervenez pour beaucoup d'associations ou de maisons, alors notamment Étincelle et pour l'Institut Raphaël. Et vous avez aussi une activité indépendante. Donc, on va vous laisser la parole. Merci infiniment d'être là pour partager avec nous cette pratique. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci, merci Leslie pour voilà, ce beau sourire. Et c'est vrai que ça fait plaisir voilà, d'être intervenant dans des associations et de voir sur le visage des patients l'effet d'une pratique. Moi, quand j'ai découvert le Qigong, voilà, c'est très difficile d'expliquer ce qu'est le Qigong parce que c'est du ressenti et c'est ressentir son corps. Donc, c'est quelque chose de très personnel parce qu'on ne ressent pas tous la même chose. Mais en tout cas, c'est un partage. Et j'ai tellement aimé l'effet que ça a pu faire sur moi que j'ai vraiment eu envie de faire ce cadeau aux patients et ce cadeau aussi à toutes les personnes qui m'entourent. Parce que c'est une pratique qui fait du bien quand on traverse quelque chose de difficile. Mais quand on ne traverse pas un cancer, on traverse aussi souvent des choses difficiles dans la vie. Donc, c'est une pratique d'accompagnement très, très riche qui a 3000 ans, hein, qui nous vient de la Chine ancienne. Et le Qigong fait partie de la médecine chinoise. C'est l'une des 5 branches. Et donc, il y a 5 branches dans la médecine chinoise. Vous avez l'acupuncture, vous avez la pharmacopée, vous avez la diététique. Et puis, vous avez le Tuina, qui est du massage, et vous avez le Qigong. Donc, le Qigong, en fait, on ne va pas évidemment intervenir avec des aiguilles, mais avec l'intention, l'esprit. Donc, c'est une pratique corporelle, mais également avec l'esprit. Si c'est juste corporel, ça restera un mouvement gymnique. Mais le fait qu'il y ait l'esprit, l'intention, c'est là que vous allez, en fait, toucher un point d'acupuncture. Voilà, donc j'ai fait une petite présentation pour expliquer que le Qigong, c'est se détendre à 3 niveaux. Parce que bon, si vous demandez à votre corps de se détendre, sous la contrainte, ça ne marchera pas. Donc, on essaye de relâcher la respiration et puis de calmer les pensées. Voilà, on a des pensées en boucle, hein, on a 60 000 pensées par jour. Donc, c'est très, très, c'est dur. Hein, et cette pratique, en fait, c'est présence à soi. Donc, on se pose, on dit même qu'on se dépose, on ralentit et on écoute. On essaye de faire un peu le silence intérieur pour pouvoir écouter son corps. Hein, dans nos vies de tous les jours, ça va à toute allure. On se lève le matin, on est souvent au soir, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et d'un seul coup, voilà, quand vous découvrez le Qigong, eh bien, on dit que c'est un chemin de connaissance de soi. Parce que le fait de se déposer, de s'arrêter, nous permet un peu de découvrir qui on est et puis comment ça va en nous, comment on va. Donc, ça paraît peut-être un peu bizarre comme ça, mais c'est important. Et en tout cas, les patients sont ravis de s'offrir ce temps de pause et ce temps de découverte de soi. Et c'est parce qu'on se découvre soi qu'on découvre aussi l'autre. Donc voilà, c'est une pratique aussi qui apprend à ralentir. Et c'est une pratique qui nous apprend à nous accorder aux saisons, à ce qui nous entoure. Voilà. Le Qigong a été fait, les anciens en fait ont visualisé la nature, ont observé la nature et ont mis en place le Qigong. Voilà, donc ensuite j'ai mis d'autres petites choses. Voilà les effets physiologiques, donc par rapport au stress, par rapport aux tensions, parce que quand on a un corps avec plein de tensions, ça ne circule pas. Et la médecine traditionnelle chinoise, voilà, pour se sentir bien, pour que tout se passe bien, il faut que ça circule. Et un esprit, l'idée c'est vraiment d'avoir un esprit calme dans un corps détendu. Voilà.
Et je vous ai indiqué aussi les effets psychologiques, elle me procure de la joie et de l'apaisement. Quand on pratique le Qigong, on dit souvent retrouver cette sensation du bébé heureux. Vous voyez, cette joie qu'on avait quand on était petit. Et cette joie, en fait, ça vient du cœur et ça développe aussi l'esprit. Voilà, donc c'est important. Souvent, on travaille beaucoup l'équilibre, on a des mouvements en Qigong qui nous font rigoler parce qu'on n'y arrive pas toujours. Et voilà, c'est ce sentiment de joie qui est assez bénéfique et qui plaît beaucoup aux patients. Donc, réappropriation et ressenti de son corps, le recentrage, voilà, le lâcher-prise, très important, et ce sentiment de confiance en soi. Donc, comme indiquait Leslie, ce tsunami, quand on traverse ce tsunami, on perd souvent confiance en soi. Et le fait de se connecter à son corps, eh bien, cet ancrage, en fait, puisque je vais vous montrer après, je mets un petit... je parlerai de ça après, mais vous voyez, là, je parle de la posture de l'arbre. Cette posture de l'arbre, c'est une posture clé en Qigong, où justement, qui vous permet de sentir un ancrage. Et cet ancrage, ça vous donne confiance en vous, parce que vous sentez que vous avez les pieds sur terre, mais on allège le haut du corps, cette région des émotions. Donc, on dit avoir les reins solides et le cœur léger. Vous voyez, donc, ce n'est pas que des mots, c'est vraiment sentir en soi cette présence sur terre et voilà, qui aide à passer, cette période très difficile. Et voilà, là, j'ai mis une phrase que j'aime bien. Ciel, terre et être humain, 3 énergies ne font qu'une. Voilà. On fait partie de la nature et voilà, bon, j'aime bien, je vais envie de partager cette phrase. Voilà. Donc, voilà, en quelques mots, le Qigong. Et le Qigong aussi, c'est important à dire, c'est pas comment dire, c'est pas une pratique juste une fois comme ça par semaine. C'est essayer de apporter le Qigong dans son quotidien. On dit que le Qigong, c'est un état. Donc, quand vous allez après éplucher un légume, quand vous allez parler à une personne, faire la vaisselle, enfin, toutes vos activités du quotidien, dans une file d'attente, prendre cet état Qigong, voilà, ça change beaucoup de choses dans la vie. Voilà. Être présent, comme je disais tout à l'heure, à ce qui se passe et à soi. Voilà. Voilà ce que je peux dire du Qigong. Je pourrais en parler très très longtemps. J'espère qu'un jour, je pourrais vous montrer une petite pratique. Pratiquer ensemble, c'est le mieux pour parler du Qigong. C'est de pratiquer. Voilà. C'est d'essayer en tout cas au moins une fois pour voir si ça vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, Marielle. Juste une question à la fin de cette présentation. Est-ce qu'on pratique le Qigong, j'allais dire, tout seul ou en groupe? Enfin, comment ça se passe juste de façon pratico-pratique? Alors, ça se pratique tout seul et puis ça se pratique en groupe. Voilà, il y a vraiment les deux. Ce qui est beau quand c'est dans un groupe, Leslie pourra témoigner, c'est qu'il y a une énergie du groupe qui est assez extraordinaire à ressentir. Et voilà, donc on les voit en Chine, hein, si vous avez un petit peu vu on les voit tous ensemble, pratiquer tous les matins 2 heures par jour, tous ensemble, parce que voilà, chacun est porté par l'énergie de l'autre et en même temps par l'énergie de la nature. Donc, c'est très puissant en groupe, mais quand vous êtes seul, vous allez dans un parc, vous vous mettez face à la nature et c'est complètement magique aussi. Donc les deux. Voilà. Merci beaucoup et on vous fera revenir. On avait fait une fois une séance, alors c'était de la sophrologie, mais c'est faisable même par visio, donc ça sera avec plaisir qu'on découvrira de façon plus pratique ce qu'est le Qigong et comment avoir les reins solides et le cœur léger. Nous allons maintenant donc faire intervenir Madame Sagnier. Donc Madame Sagnier, vous êtes, alors je mets mes lunettes, art thérapeute, diplômée d'un M2 en art-thérapie et formée à la sophrologie. Et vous faites partie de l'association qui a un magnifique nom, les médecins de l'imaginaire. Vous êtes notamment en charge des programmes à la maison des patients de l'Institut Curie
à Saint-Cloud et à la clinique Édouard Ritz en médecine interne auprès d'adolescents notamment. 6 ans d'expérience en unité d'hospitalisation et auprès d'associations, que ce soit pour les adultes, les adolescents ou les personnes, les sujets âgés. Voilà, bienvenue et merci beaucoup avec ce joli nom des médecins de l'imaginaire. Oui, je vous remercie aussi de me proposer de présenter l'art-thérapie et l'association Médecins de l'imaginaire. Médecins de l'imaginaire, en fait, met en œuvre des programmes d'art-thérapie pour accompagner les personnes malades et leurs proches. Ce sont des programmes qui se sont ajustés au fur et à mesure de l'expérience que nous avons récoltée à travers les diverses situations que nous avons rencontrées. En 18 ans, l'association a accompagné 2750 personnes de tous âges. Et pour les adultes, hein, on a 2 programmes dans 2 lieux d'évolution. Donc, la maison des patients et des proches de l'Institut Curie, qui est à Saint-Cloud, et dans l'association Étincelle, dont on a déjà commencé à parler. Donc, je vous propose une présentation articulée en 3 parties. La première partie, en fait, je vais vous présenter, proposer une définition de l'art-thérapie et du cadre d'intervention de médecins de l'imaginaire dans ce cadre. Je vais vous parler dans un deuxième temps, en fait, des effets positifs de l'art-thérapie versus le cancer. Et puis, j'essaierai aussi d'évoquer rapidement, hein, succinctement, ce qui peut se passer dans l'atelier d'art-thérapie, la dynamique qui est à l'œuvre. Alors, l'art-thérapie, tout d'abord, elle est proposée comme un soin de support en cancérologie. Elle utilise le potentiel d'expression artistique et la créativité des personnes à des fins thérapeutiques ou de développement personnel. Alors, elle invite à se connecter ainsi à sa créativité par le biais de dispositifs artistiques adaptés et à travers une expression indirecte de soi, c'est-à-dire autrement que par les mots, avec une expression métaphorique. Et tout ceci se réalise dans un cadre thérapeutique. Donc, l'atelier d'art-thérapie, c'est un espace d'attention à soi, un espace d'implication, d'action, d'invention, de réflexion, de communication aussi, où l'on se découvre à la fois créatif et auteur de son soin. L'atelier d'art-thérapie offre un espace pour s'exprimer, pour stimuler sa créativité, explorer son imaginaire, pour prendre une bouffée d'oxygène, se faire plaisir, poser des émotions, s'exposer, partager et reprendre confiance. C'est tout un programme, hein. Il y a beaucoup de choses, hein. Il se passe beaucoup de choses dans l'atelier d'art-thérapie. Et Médecins de l'imaginaire accompagne et soutient les personnes touchées par le cancer dès l'annonce du diagnostic, tout au long du parcours de soins et après. À la maison des patients et à Étincelle, Médecins de l'imaginaire intervient dans le cadre suivant. Donc, on propose un parcours progressif de 8 rencontres, dont 6 rencontres se déroulent en atelier pendant 1h30. Il y a 2 autres rencontres individuelles, une qui est tout au début et l'autre tout à la fin du parcours. Elles sont proposées tout d'abord pour organiser une personnalisation des objectifs pour une adhésion à la proposition d'accompagnement vers un retour à la santé, et aussi pour faire la synthèse du parcours et imaginer comment l'inscrire dans des actions futures. Donc, continuer l'art-thérapie, hein, comme nous l'a dit Leslie, pourquoi pas illustrer des contes, comme Leslie toujours, ou participer à des ateliers d'art plastique, ou trouver d'autres activités qui permettent de se relaxer. Ces rencontres d'ateliers sont réalisées en groupe et elles sont emmenées dans la création par un professionnel qui maîtrise l'utilisation des matériaux,
des outils, des techniques artistiques, et qui a également une connaissance poussée des processus psychologiques de la maladie. L'art-thérapeute est dans ce cadre un facilitateur du processus d'exploration créative. Il étaye, il accompagne chacun des participants dans leurs apprentissages, dans leurs mouvements et aussi dans leur partage. Il les accompagne dans un souci de sécurité et aussi dans le respect de leur sensibilité. Et l'art-thérapeute n'interprète pas les créations. Une séance type d'atelier médecin de l'imaginaire, elle se déroule en 3 temps. D'abord, premier temps, on va s'échauffer pour entrer dans sa bulle et initier les conditions de la connexion à soi et l'envie de créer. Par exemple, on va travailler sur le souffle ou sur son ancrage. On peut aussi se masser les mains, explorer un thème avec une relaxation créative. Et ce premier temps dure environ 15 minutes. Dans le deuxième temps, on va développer une création intime et autonome d'après une invitation créative que chaque participant va faire à sa main et selon son imagination et aussi selon la liberté qu'il s'autorise à créer, selon l'élan créatif du jour et ce qui peut être mis en œuvre à ce moment-là. Cette création autonome, elle dure environ 1 heure. Et le troisième temps, c'est prendre un temps de recul. D'abord, devant sa création, prendre un temps d'observation pour se récapituler l'expérience, pour l'apprécier, pour trouver du sens. On ne se met pas la pression hein, pour trouver du sens tout de suite, ça va venir de toute façon. Pour aussi condenser cette expérience avec un titre évocateur, ou sous la forme d'un poème. Avec les mots, on est toujours dans la création, en fait. Puis, si on le souhaite, on va partager au groupe son expérience avec quelques mots autour du processus créatif, autour des matériaux utilisés, ainsi que les symboles, ou peut-être aussi une manière de faire, une couleur dominante, des ressentis pendant et après la création, ou le mouvement qui s'est opéré. Enfin, voilà, plein de façons de communiquer à sa manière, en fait. Et cette façon, ce temps de recul, ça dure à peu près 15 minutes de partage, dure 15 minutes. Alors, les effets positifs quantifiés de la thérapie, voilà, ça c'est ma deuxième partie, sont les suivants. En 2019, un rapport de l'OMS a confirmé que la pratique de l'art-thérapie était bénéfique pour la santé mentale et physique. Et de nombreuses études avaient déjà témoigné de l'impact de l'art-thérapie en tant que soin de support sur la qualité de la vie des personnes atteintes de cancer, notamment avec la réduction du stress, de la colère, de l'anxiété, avec une augmentation de la vitalité et avec de meilleures capacités à communiquer avec les proches et les soignants. De notre côté, un médecin de l'imaginaire, on utilise depuis 5 ans un questionnaire de retour d'expérience en ligne, une question fermée, regroupant différents items, qualifie et quantifie cet impact, ces effets de l'art-thérapie. Et la consolidation de ces questionnaires confirme bien les effets positifs dégagés par les études. Et ça, c'est important pour nous de savoir qu'on peut faire accéder nos participants à ces bienfaits. Ces résultats aussi nous incitent à améliorer nos pratiques. Et les mots recueillis pendant le bilan individuel concourent aussi à cela. Alors, tout à l'heure, je vous présenterai peut-être à la fin de l'intervention de lire les mots glanés dans les entretiens de clôture, qui vous montrent un petit peu, de façon schématique, ce qui a été vécu par les participants. Enfin, mon troisième point, c'est la dynamique de l'art-thérapie et savoir un peu comment on arrive à ces résultats.
Eh bien, en fait, tout s'organise autour d'une production plastique dans un cadre thérapeutique, avec des matières, avec des outils, avec des couleurs, des images découpées, des gestes, des manières de faire, et tout ça dans un élan créatif. Avec un corps créateur, bien sûr, un corps qui n'est pas que malade, puisqu'il est créateur aussi. On va créer avec le souffle, avec tous les sens, avec les émotions, la gestuelle, avec sa position aussi, avec bien évidemment son imagination, son intuition, la mémoire, avec des idées, des envies, et avec, et malgré la fatigue, la douleur, la peine, les doutes sur sa capacité à réaliser, à se mobiliser, les pensées, les croyances limitantes du genre c'est moche ou je ne sais pas dessiner, ou ce que je fais n'a aucun sens. On crée au travers un jeu inconscient et métaphorique avec des formes, des outils, des matières et des gestes symboliques. Par exemple, la sensibilité du doigt ou l'idée de laisser couler, ou on peut aussi s'interroger sur ce mélange terne et épais qui arrive comme cela, fabriqué sans avoir été anticipé et qu'on a du mal à étaler ou à faire sécher. Alors, que faire de tout cela? On s'inscrit dans l'atelier d'art-thérapie dans un mouvement à son rythme, globalement, c'est-à-dire physiquement, émotionnellement et psychiquement, pendant la séance, de production en production et dans l'interséance. À travers ce processus que l'on espère voir se produire à chaque rencontre, qui est accueillir ce qui est là, se saisir de ce qu'il advient, exprimer, transformer, mettre à distance, prendre conscience et communiquer. Et tout cela sans avoir besoin de savoir créer, bien sûr. Parce que créer fait du bien, ça libère. Quand on est dans sa bulle créative, on se détend, on joue, on fait sans intention, on se fait plaisir, on pense à autre chose, par exemple avec un geste délié ou des petits gestes répétitifs comme le tamponnement sur la feuille d'une éponge pleine de couleurs, mais aussi avec tous les petits bruits rassurants de l'atelier ou encore avec la vibration d'un jaune éclatant. En créant, on peut se libérer de tension et s'exprimer différemment, plus largement, plus justement, au plus proche de soi, a souvent un effet surprenant et apaisant. Quand on crée, on est en lien, on est à son écoute, on est en communion d'intérêt et sensible avec les autres participants. On est ensemble dans un cadre porteur et dans ce cadre, on peut s'ouvrir peu à peu, trouver le goût du partage et celui de la communication. En créant, on met en œuvre des capacités, des aptitudes, à se concentrer, être attentif à soi, écouter les autres, s'appuyer sur les autres, cultiver la bienveillance avec soi et les autres participants, aussi s'impliquer, occuper pleinement le moment, faire différemment, spontanément, intuitivement, accueillir les surprises, contourner, s'adapter, se relâcher, se détendre, réguler ses émotions. Car enfin, c'est mon dernier point, la création devient un reflet qui facilite les prises de conscience. Car l'image qu'on en a créée témoigne de notre expérience globale du processus créatif. Elle donne une forme plus consciente à tout ce que l'on a mis en œuvre et à tout ce qui a été transformé, de la matière, de l'énergie, des humeurs. Elle révèle un mouvement, car l'image révèle aussi nos ressources, ce qu'il y a de solide en nous, des parts de soi que l'on avait mis de côté, que l'on découvre, mais aussi des difficultés, on les constate, on les accueille, et parfois l'impact émotionnel des événements récents. L'image créée, et elle établit une distance par rapport à un vécu souffrant qui va
pouvoir ainsi évoluer et se transformer. L'image permet des prises de conscience. Elle ouvre à des pistes de réflexion, l'écoute des autres participants d'ailleurs aussi. Dans l'atelier, on exerce ainsi sa capacité à retourner à un équilibre. Mais les créations ne sont pas exposées à un public plus large, tout cela pour garantir l'authenticité de l'expression. Donc en conclusion, je voulais vous dire que le processus créatif apporte du plaisir, de la détente, qui permet de se ressourcer, de reprendre de la confiance, de soutenir le moral pendant les traitements, de relancer son énergie vitale, de retrouver une qualité de vie. Les ateliers permettent de se remettre en marche à son rythme, en découvrant un nouveau chemin, parsemé de ressources, de capacités, de possibilités. Mais la vie est une constante transformation, c'est une intégration des épreuves de vie, des bons moments, et l'art-thérapie permet d'accompagner cette transformation. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ce très joli descriptif de l'art-thérapie, de toute la démarche et ce qu'elle peut apporter. Alors, pour garder un petit peu de temps pour nos autres orateurs et un temps de questions, je vais tout de suite et rapidement passer la parole donc, à notre duo d'hommes, Olivier et Guillaume, qui vont pouvoir nous présenter en fait à la fois la démarche, aussi les données, en fait, pourquoi bouger, et dans la pratique, et notamment quand on est touché par un cancer du poumon, les conseils d'un spécialiste. Je vous laisse donc partager les slides et faire votre présentation. Super, bonsoir à toutes et à tous. Merci Laure pour la présentation, merci aux intervenants déjà passés et puis encore à venir. Donc je suis en train de combler, vous voyez, le temps que la présentation arrive. Voilà, super, merci beaucoup. Donc, Olivier Laplanche travaille pour l'association Camille Sport et Cancer. On va faire un temps qu'on va faire assez rapide, même si on prendra juste le temps d'aller dans 2-3 détails comme l'a dit Elisabeth pour sa partie à elle. Nous, on va aussi parler des impacts, on va parler de l'évaluation de l'activité physique lorsqu'elle est à but thérapeutique. Je vais donner les grands cadres à savoir, à avoir en tête. Et puis Guillaume, qui est donc un de mes collègues qui se présentera tout à l'heure, lui vous donnera des détails du terrain, puisque c'est lui qui intervient avec d'autres de nos salariés auprès des malades. Alors attendez, je vais peut-être juste moi aussi me mettre en plein écran, parce que du coup, voilà, j'avais pas prévu ça. Ok, donc pour parler de l'activité physique, maintenant, il y a plus de doute à avoir, en fait, si le collectif a fait appel à nous, là, aujourd'hui, ou à d'autres moments de l'année, et puis d'autres intervenants qui sont auprès des patients à travers d'autres associations ou dans les hôpitaux de référence ou les centres anti-cancer. C'est parce qu'on sait maintenant clairement pourquoi l'activité physique joue un impact très clairement positif sur la santé des malades, quel que soit le type de cancer. Et puis ce soir, on va voir quelques détails sur le cancer du poumon. Mais maintenant, il n'y a plus de doute à avoir, contrairement à il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, quand des associations un peu pionnières se sont lancées dans le domaine. Il y a des grandes références qui sont notamment très récemment l'INSERM avec une évaluation collective il y a 2 ans qui est venue redire l'importance de la chose. Et notamment maintenant, on sait pourquoi en fait, lorsque vous êtes en activité physique, et on va parler de ce qu'on peut faire et comment on peut le faire, ce qui va fonctionner au niveau interne, au niveau de la physiologie du patient ou de la patiente, c'est principalement trois grands principes qui vont être activés tout simplement par ces dizaines de milliers de petites cellules musculaires qui sont toutes autant de petites pompes, chacune à leur échelle, et qui vont activer, donc vous le voyez en haut de l'écran, à la fois le système hormonal, qui vont jouer sur des phénomènes, une diminution des phénomènes inflammatoires, et activer également une partie des défenses immunitaires. Et donc c'est en jouant sur ces 3 facteurs-là que l'activité physique joue un rôle et va venir répondre notamment, comme vous le voyez en bas de la page, à des problèmes qui sont quand même récurrents. Et ça va dépendre en fonction des patients, des cancers, du moment de traitement, mais qui sont des problèmes récurrents chez l'ensemble des patients touchés par un cancer. Donc notamment la diminution des effets secondaires indésirables des traitements. En premier, c'est l'activité physique va jouer, et là ça peut paraître assez
intuitif. On va essayer donc on va permettre de limiter la prise de masse grasse, tout en soit en limitant la perte de masse musculaire, voire donc qui s'appelle donc la sarcopénie, soit voire même inverser ce phénomène et essayer de reprendre de la masse rouge suite au traitement. En termes généraux, on va essayer de limiter le déconditionnement physique, donc cardio-respiratoire. L'activité physique joue un rôle prépondérant dans la fatigue et contre cette fatigue chronique qui est celle des malades qui sont suivis, par exemple, lors de protocoles de chimiothérapie, mais pas uniquement. Il faut reconnaître, donc je ne vous ai pas mis les références là pour pas surcharger ce soir, mais depuis 2011, qui était une des grandes avancées, la Haute Autorité de Santé, on en entend beaucoup parler depuis bientôt 2 ans, donc la HAS en France ne reconnaît que l'activité physique pour lutter, ou en tout cas aider à lutter efficacement contre la fatigue chronique. D'accord? Donc, si déjà on avait juste ça en tête, si l'ensemble des patients, et l'ensemble des médecins, on va en parler, avaient ça en tête, l'activité physique, déjà, c'est quelque chose de crucial. Et puis, là, c'est évidemment pas dans l'ensemble de la population, ça va beaucoup dépendre des patients. On peut aider à lutter contre certains types de douleurs, et puis redonner une certaine motricité ou mobilité, notamment suite à certaines chirurgies. Donc, à titre global, l'activité physique va jouer un rôle toujours dans les 3 éléments qui sont au-dessus. On va pouvoir jouer sur la qualité de vie. On peut retrouver une forme de qualité de sommeil. On va retrouver de l'autonomie, l'anxiété. Donc, on en a parlé avec d'autres approches, d'autres soins de support. On peut jouer aussi sur une diminution de l'anxiété et voire même la diminution du risque de dépression. Comme d'autres pratiques aussi, en fait, le fait d'être en mouvement, en séance, et Guillaume va en parler, ça permet aussi, avec le fait de verbaliser, le fait d'énoncer dans des méthodes comme celle de la Camille, ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et pas simplement lever le bras, faites comme moi, ça va, au fur et à mesure du programme, et on va parler de la notion de programme, ça va donner aux patients et aux patientes la capacité de se réapproprier leur corps, qui est, comme vous le savez, vous qui nous suivez aujourd'hui, ou vous qui intervenez aujourd'hui, un corps qui est à chaque fois vu par le truchement ou par la loupe de tous ces spécialistes, plus le généraliste, et donc comme ça, un peu disséqué, vu d'une manière, vu d'un angle, et c'est extrêmement important, comme ça a pu être dit déjà aujourd'hui, de donner la capacité aux patients, simplement de dire, attendez, mon corps c'est le mien, je le reconstruis, c'est des difficultés et des douleurs, mais pas uniquement, et il est aussi mon propre allié. Et puis, on a des modèles dont on ne va pas forcément parler aujourd'hui à la Camille, on a des modèles en chambre sur certains types de cancers, mais dès qu'on est dans les tumeurs solides, et notamment le cancer du poumon, on est sur des séances collectives et avec évidemment cette bienveillance. On n'est pas là pour parler du cancer pendant les séances d'activité de la Camille, mais le fait de se connaître, de savoir que les patients sont tous plus ou moins passés par le même parcours, ça va évidemment aider à la reconstruction. Et puis, à titre global, ça, c'est aussi les grandes études et les méta-analyses qui l'ont prouvé. C'est donc les études des études. Alors, les grincheux diront qu'il y a certaines études qui sont basses, mais qui vous parlent quand même, en fonction du type de cancer, on va dire 25 ou 30% de réduction de la récidive. Ça, c'est les grincheux. Mais si on prend juste le temps de dire et de comprendre 30% de réduction de la récidive, en fonction des cancers. Attention, je ne suis pas en train de dire que on va vraiment aider tout le monde tout le temps en complément des traitements habituels. Mais voilà, dans des grandes cohortes au niveau du cancer du sein, dans les cancers digestifs, le risque de récidive est évident. Et il est un peu moins clair, mais quand même évident, dans d'autres types de tumeurs. Donc, il faut, honnêtement, dans le doute, si on dit que lutter contre la fatigue chronique, baisser le risque de dépression et baisser le risque de récidive, déjà, on a tout compris, on a tout gagné. Maintenant, pour avoir ces effets-là et jouer sur les 3 facteurs dont j'ai parlé en début de présentation, marcher, ce n'est pas suffisant. Alors, mes collègues, et Guillaume va vous en parler, on ne va jamais dire, et au contraire, on ne va jamais dire au patient de ne pas marcher. On ne va jamais lui dire que de rompre la sédentarité au quotidien, ce n'est pas important. Au contraire, tous ces discours-là, on le maintient. Mais si on veut ces effets-là dont je vous ai parlé sur la slide précédente, il va falloir pousser 3 curseurs. Et finalement, ces curseurs-là, pour ceux qui connaissent un petit peu le mot de la santé, puis quand on est patient, avec Patient Réseau, vous le savez tous, on commence à bien connaître le monde de la santé. En fait, si vous voyez intensité, durée et fréquence, ça vous fait penser à une posologie.
comme un médicament chimique par voie orale que vous connaissez, par exemple, que le médecin va vous prescrire. Et donc, pour avoir un vrai effet de cette activité physique, pour que ces petites pompes musculaires jouent en votre faveur sur le court, moyen et le long terme, il va falloir jouer sur l'intensité. C'est-à-dire que, comme je le disais, marcher, c'est très bien, mais il va falloir pousser l'intensité vers une intensité moyenne à élevée. Il y a d'autres pathologies chroniques où l'activité physique moyenne, très régulée, est extrêmement efficace. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, il va falloir bouger beaucoup de phénomènes internes, physiologiques et en cancérologie. Et donc, il faut vraiment aller pousser parfois, à certains moments de la semaine ou des séances, pousser l'intensité. La durée, c'est à peu près toujours la même chose, qu'on soit malade ou pas malade, et puis quelle que soit la pathologie chronique, c'est que de toute façon, on est avec un effet qu'on va pouvoir observer à partir de 3 mois en général. Et puis après, l'intérêt, on va en parler avec Guillaume, c'est de pouvoir vous accompagner sur l'ensemble du parcours de soins. D'être là dès le diagnostic si c'est possible, vous aider à ne pas vous arrêter dans l'activité physique si vous étiez sportive et pratiquant avant, de pouvoir continuer dans les meilleures conditions de sécurité et d'évaluation de ce qu'on est en train de faire, et puis évidemment vous relancer sur les bons rails quand ça commence à aller mieux, si ça va mieux. Et puis il y a l'idée de fréquence. Là, encore une fois, c'est 2 à 3 fois par semaine. À la Camille, Guillaume vous en parlera. Les séances collectives, c'est 2 fois par semaine. Et puis, on rajoute en ce moment, et alors l'année prochaine, je vous montrerai dans la slide, une V2 d'une 3e séance à distance, par exemple, pour être, en gros, ça c'est pour les physiologistes qui nous écoutent, quand on est évidemment sur les cycles hormonaux, c'est à peu près toutes les 72 heures qu'on va jouer sur le renouvellement. Et donc, 72 heures, c'est en gros 3 fois par semaine. Voilà. Une fois qu'on a ça en tête, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et puis comment on y vient si on n'était pas convaincu et qu'on l'est suite à la présentation avec la qualité de tous les intervenants de ce soir. Avec, ça c'est une slide que Laure connaît bien, donc tous les acteurs et actrices de patients en réseau. On a contribué donc à la réalisation d'une enquête par questionnaire il y a 1 an. Enfin, le rendu a été fait il y a 1 an en tout cas. Et donc, on l'a fait, vous voyez, auprès… Alors, c'était quelque chose de très spécifique. C'est Pfizer qui nous finançait ça. Et c'était spécialisé dans une approche de l'activité physique pour les patients touchés par un cancer métastatique. Alors, comme vous le voyez à gauche, en haut, on a quand même pu obtenir 60 réponses d'oncologues. Et vous voyez que dans les profils, le cancer du poumon était quand même assez bien représenté. Donc, des oncologues qui savaient de quoi on parlait au niveau du cancer du poumon, ce qui nous réunit ce soir. Et puis, on a eu 308 questionnaires patients qui nous sont revenus. Et alors, j'ai envie de dire évidemment un très gros retour des cancers du sein avec les femmes, et elles ont bien raison, qui se sentent concernées dès qu'on leur en parle. Et c'est très bien qu'elles soient motivées. Mais on est là ce soir pour, entre autres, vous dire que ce n'est pas que pour le cancer du sein, et ce n'est pas que pour les femmes, et qu'il va falloir tous se motiver. Donc, vous voyez, on a quand même eu un retour assez intéressant au niveau de la tumeur, au niveau du cancer du poumon. Et puis du coup, ce qu'on a pu retrouver, je passe vite, mais c'est que globalement, comme par hasard, quand vous voyez en bas à gauche, quand les patients sont dans un programme d'activité, ils sont, alors c'est quoi? C'est bien, ils sont dans un programme qui correspond très bien à leur attente ou assez bien à leur attente, et tout ça, on est au-delà de 90%. Je ne connais pas un autre traitement, et sinon dans la vie hors maladie, une séance de sport, un concert ou un film qui remplissent ce taux de 90% de satisfaction. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc, c'est bon signe pour les gens qui nous écoutent ce soir, qui sont là. C'est bon signe, il faut y aller. Maintenant, comment on va y aller? Donc, vous voyez que ces patients, juste que c'était même indispensable. Donc, il faut que tout ça, ce soit dans le parcours de soins. Et si on est dans un centre anti-cancer, tant mieux qu'ils nous proposent le panier complet. Mais il faut pouvoir être là aussi en secteur associatif, hors l'hôpital, si on veut pouvoir parfois avoir accès à tout ça. Alors, ce qu'il faut retenir de cette étude, en fait, c'est de cette enquête, c'est que, par exemple, les principaux bénéfices maintenant sont connus des oncologues. Ce qui n'était pas le cas il y a encore juste quelques années. Donc, les 60 oncologues ont reconnu ces bénéfices et ont reconnu les connaître. Et puis, ils ont surtout reconnu en fait qu'ils prescrivaient très, 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 très peu l'activité physique. Et puis, les freins qu'ils ont exprimés à cette
faible prescription, c'était qu'ils ne nous connaissaient pas, nous. On est plusieurs autour de la table virtuelle ce soir. Ils ne connaissent pas les pourquoi du comment de l'activité physique, donc il faut encore plus leur redire. Et puis, ce que nous disent les patients, c'est que certes, c'est l'oncologue qui peut établir une prescription d'activité physique. Certes, c'est assez régulièrement l'oncologue qui va leur en parler. Mais en fait, et je pense que vous êtes sûrement plusieurs là autour de la table à nous écouter, c'est que soit c'est la télévision, par exemple, soit c'est Internet qui leur a donné des idées, qui leur a fait venir à l'oreille que l'activité physique pouvait jouer un rôle. Et ensuite, ils en ont parlé à leur oncologue. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Si votre oncologue, si votre généraliste, n'importe quel médecin ou même non médecin, paramédical, ne vous a pas parlé de l'activité physique et de ses bienfaits lorsqu'elle est bien encadrée, vous allez les voir et vous leur dites que ce n'est pas normal et qu'on n'est plus en 1972 et que les plans cancer sont passés par là et que le bien-être du patient, sa qualité de vie sont primordiaux, sans même parler du risque de récidive qui peut diminuer. Je vais passer la parole à Guillaume. L'Acamie Sport et Cancer, c'est un modèle de cette activité physique à but thérapeutique en cancérologie. Sur la droite de la carte, en orange, nous y sommes présents. En bleu, c'est un vœu pieux de développement. Et encore, la carte n'est pas à jour. Nous sommes en Vendée, par exemple. Et puis, de quelle manière on l'est? On est à la fois à l'hôpital, sur tout le parcours intra-hospitalier. Des diagnostics, c'est possible parce qu'il ne faut pas attendre et parce qu'il y a un effet dose. Donc, il faut surtout y aller et ne pas attendre. Avant une chirurgie, par exemple, on peut se retrouver un conditionnement et mieux supporter et diminuer le risque opératoire et ensuite être prêt pour les traitements qui vont arriver. Ensuite, on est dans le secteur de la ville puisque il y a différents types de cancers et il y a évidemment certains cancers qui vont se chroniciser, pas tous évidemment, mais il faut pouvoir être là sur le temps long et accompagner le patient lorsqu'on peut le comprendre. Il n'a pas du tout envie de retourner à l'hôpital ou en tout cas le moins possible. Et donc, on a une approche dématérialisée qui va être améliorée l'année prochaine en complément du reste. Tous nos salariés, dont Guillaume, à qui je vais passer la parole, sont formés. La plupart des gens connaissent maintenant la filière activité physique adaptée des sciences et techniques de l'activité physique, donc les STAPS. Mais pour l'Acamie, avec tout ce qu'on a dit là auparavant, ce n'est pas suffisant. Et donc, Guillaume, notamment, et tous ses collègues, ils sont une trentaine de salariés auprès des malades, sont tous titulaires du DU Sport et Cancer, où on leur a vraiment appris, des oncologues, des psycho-oncologues leur ont appris ce que sont que les cancers, les traitements, les effets indésirables, et avec une mise à jour très régulière, parce qu'on le sait, heureusement, les traitements contre les cancers évoluent dans le bon sens assez régulièrement, et vraiment pouvoir les mettre à jour et prendre de la meilleure manière possible en séance nos patients. Et donc, de quelle manière, Guillaume? De quelle manière? Voilà, de quelle manière, et puis par rapport à des patients, notamment traités pour un cancer du poumon. Bon, ça va être dur d'en rajouter plus parce que tu as déjà dit beaucoup, Olivier. Bon, à défaut de me voir, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. On t'entend très bien avec un joli accent qui fait chanter toute la webconférence. Ah bah écoutez, si vous croyez pas au froid à l'hiver qui s'installe, je vais vous parler 5 minutes et ça ira mieux. Bon, écoutez, je pense que vous avez compris que l'activité physique thérapeutique, entre autres, des autres soins de support sont là pour la qualité de vie des personnes qui sont touchées par un cancer. Au-delà de ça, Olivier a soulevé un point très intéressant, c'est que l'activité physique, quand elle est pratiquée dans des conditions thérapeutiques, permet d'améliorer votre parcours de soins. Parce que plus de masse musculaire, parce que un petit peu moins de masse grasse, parce que plus de tonicité. Or, tous ces paramètres-là sont des paramètres qui font qu'un traitement de chimiothérapie au long cours, qu'un traitement d'immunothérapie au long cours va être mieux supporté que s'il n'y avait pas de pratique d'activité physique durant ce temps-là. Donc, comment démarrer? Ou quand démarrer? Première question, quand démarrer? La question quand démarrer, la réponse est assez simple, c'est dès que faire se peut, dès que possible. On a parlé un petit peu avec Olivier du conditionnement physique qu'il peut y avoir avant une chirurgie, avant une anesthésie, le fait pareil d'avoir une tonicité musculaire, d'avoir une compliance, c'est-à-dire une élasticité dans les muscles, notamment sur les zones qui vont être opérées, c'est un facteur d'amélioration par rapport à une chirurgie qui arrive. Le fait de pratiquer pendant les traitements, et c'est là qu'il est d'autant plus important d'être accompagné correctement pendant cette phase-là, c'est quelque chose qui va permettre,
peut-être non pas de regagner toute une condition physique, mais en premier lieu, d'empêcher que la condition physique se dégrade, d'empêcher que les muscles fondent après semaine de chimiothérapie, ou d'empêcher que le souffle et les capacités respiratoires diminuent. Voilà, pensez que c'est plus facile pour une personne qui est en cours de traitement de limiter, entre guillemets, pendant les traitements, cette perte-là, que d'attendre la fin des traitements, où là, le déconditionnement va malheureusement être au plus grand, pour remonter la pente. Donc, c'est pour ça que le plus tôt est le mieux, idéalement pendant les traitements. En revanche, si le plus tôt pour vous, parce que vous avez eu l'information que tardivement, parce que la dureté des traitements n'a pas permis que vous puissiez pratiquer pendant, le plus tôt, si le plus tôt c'est à la fin des traitements, mais il ne faut pas attendre. Il faut le démarrer le plus tôt possible à la fin des traitements, parce qu'il y a une partie, certes, du conditionnement physique qui peut revenir lorsque les traitements se finissent, lorsque vous avez terminé votre chimio, lorsque la date de l'opération commence petit à petit à reculer, parce que vous allez reprendre un rythme. En revanche, tout le conditionnement physique ne reviendra pas de lui-même. Et c'est là où il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place dans votre quotidien pour que le souffle, pour que la respiration, pour que la sensation que les jambes portent, pour que la sensation de tonicité, on a même parlé un petit peu de l'ancrage avec nos amis du Qigong en début de séminaire, il y a des choses à mettre en place spécifiquement pour que ces éléments-là, vous puissiez les retrouver. Alors, comment les mettre en place, ces choses-là? Comment mettre en place un programme d'activité physique thérapeutique? Eh bien, la première des choses, c'est une prescription qui va émaner de votre onco-pneumologue. Voilà. Il n'y a pas d'activité physique à la CAMI sans prescription de votre oncologue. Pourquoi? Parce que c'est votre oncologue qui va poser un aval, donc nous dire et vous dire que c'est OK, vous pouvez faire cette activité physique-là pendant tant de temps parce qu'elle est encadrée dans ce milieu-là et que vous n'êtes pas en train de reprendre en vous préparant pour le marathon de Paris en pleine chimiothérapie. Ça, c'est un premier fait. Et comme le disait Olivier, dans un monde idéal, nous, que la CAMI attend aujourd'hui, c'est que les soignants, les oncologues, mais pas que, les chirurgiens, les radiothérapeutes, les infirmiers, tous les corps à l'hôpital puissent d'une part vous informer qu'il faut qu'il y ait une pratique dès le début, et voire même un petit peu avant de vos traitements, et au-delà de ça, au-delà du fait que c'est possible, que c'est important et que c'est primordial dans votre parcours, que cette pratique intervienne le plus tôt possible. Une fois que les oncologues ont réalisé cette prescription, vous allez démarrer, par exemple, à la CAMI Sport et Cancer, on ne va pas vous amener directement sur une séance. Il va y avoir un premier temps avec les praticiens, avec les praticiennes, qui va être un temps individuel, un temps qu'on appelle le consultation, qui va consister en un échange autour de votre parcours. Donc, on peut dire que vous avez un cancer du poumon, c'est un fait. Nous, on va avoir beaucoup de questions à vous poser derrière. On va chercher à comprendre quel traitement vous avez eu. On va chercher à comprendre depuis combien de temps, quel protocole, comment vous le vivez, quels sont du coup les retentissements au niveau physique, notamment au niveau corporel, en termes, on en parlait tout à l'heure, de masse musculaire, en termes de poids, en termes de souffle, en termes de neuropathie dans les mains et les pieds, par exemple. Ce sont des questions pour nous qui sont essentielles à vous poser avant que vous démarriez un programme de thérapie sportive, parce que de ces informations-là vont directement dépendre les mouvements que l'on va vous proposer ou non pendant les séances et les objectifs qu'on va fixer ensemble. Par exemple, si vous m'expliquez que vous êtes essoufflé, de part depuis l'opération, depuis votre traitement, moi je vais vous dire, ok, alors est-ce que vous êtes essoufflé parce que vous avez une opération, ou est-ce que vous êtes essoufflé parce que vous avez perdu 10 kilos de muscle? Et là, ce qui va être important, c'est que les mouvements que je vais vous proposer, si vous me dites que vous êtes essoufflé parce que vous avez une bilobectomie et une pariétectomie, vont être différents que les mouvements que je vais pouvoir vous proposer, que mes collègues pourront vous proposer en séance, si vous me dites que vous êtes essoufflé parce que vous avez perdu 10 kilos de muscle. Si vous êtes essoufflé parce que vous avez perdu 10 kilos de muscle, moi je vais réfléchir, je vais me servir des contenus qu'on a appris dans les formations APA et dans le DU, et je vais me dire que, donc si vous avez 10 kilos de muscle en moins, peut-être que monter l'escalier chez vous, ça devient un effort qui devient intense au lieu d'être seulement modéré, et c'est ce qui va entraîner l'essoufflement. Donc là, je vais penser, quand vous allez venir à ma séance, à proposer peut-être un peu plus d'exercices de renforcement que de cardio, parce que le fait de regagner en muscle va vous permettre de percevoir cet effort comme modéré. Et de notre entrée, si vous me dites que vous avez perdu en capacité respiratoire parce que vous avez une bilobectomie depuis l'opération, eh bien là, par exemple,
On va prendre le temps dans la séance de placer des exercices de respiration. On va prendre le temps de ressentir toute la mécanique de la respiration par les mouvements du diaphragme, d'abaissement à l'inspire, de remonter à l'inspire. On va travailler énormément sur les mobilités de la cage thoracique, des intercostaux intimes que vous avez sur tout le côté de la cage thoracique pour venir gagner en compliance, laisser la place aux lobes qui restent de prendre tout leur espace et ainsi regagner un petit peu en conditions physiques et en conditions respiratoires. Voilà, donc ce premier temps, avant que vous démarriez le programme, pour nous, il est essentiel parce qu'il nous permet de vous connaître et il nous permet de savoir ce que l'on va vous proposer ou non dans les séances pour à la fois garantir votre sécurité, d'une première part, et ensuite avoir un projet avec vous, avoir un axe vers lequel on vous a amené et savoir sur quel point de votre parcours on va pouvoir amener une amélioration. Voilà, parce que comme on l'a vu, il faut que ce soit des choses à minima qui correspondent, qui soient spécifiques pour qu'il y ait une amélioration. Comme pour vous donner un exemple, on ne va pas améliorer beaucoup l'équilibre en vous mettant sur un vélo. Je ne vous mets pas sur un vélo à la Camille, mais de manière générale, le fait par exemple de faire du vélo ne va pas spécialement améliorer votre équilibre. Tout comme le fait de travailler votre respiration ne va pas améliorer l'équilibre. Voilà, en fait, en fonction du projet qu'on va avoir avec vous, des objectifs thérapeutiques qu'on va poser, les mouvements et les exercices qui vont arriver derrière vont être différents. Une fois que ce temps-là est passé, vous démarrez les programmes Camille à raison de 2 séances par semaine. La régularité, c'est un point clé. Il ne suffit pas de réaliser 2 belles séances et de s'arrêter. Si vous venez une fois toutes les 3 semaines, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait cette régularité à minima à moyen terme, comme Olivier le disait, sur quelques mois déjà, sur 3-4 mois, pour commencer à avoir des effets bénéfiques sur le souffle, sur les masses musculaires et sur les autres points que l'on va chercher à travailler dans les séances. Les séances sont collectives. On est actuellement une dizaine au maximum par séance. Ça va varier un petit peu, excusez-moi, mais maximum dizaine. Et dans les séances Camille, se retrouvent uniquement des personnes qui sont passées par un parcours de soins. Donc, vous n'aurez pas à côté de vous des gens qui préparent le marathon ou l'ascension du Mont Everest pendant que vous êtes en chimio ou sous immuno. Les autres personnes ont eu un parcours de soins. Alors, pas nécessairement un cancer pulmonaire. Il y a des personnes qui ont eu d'autres types de cancers, mais qui ont tout de même eu un cancer. 10 personnes maximum, 2 fois par semaine, séance collective. Et au bout de ces 3-4 mois de programme, à la Camille, vous avez un nouveau point, une nouvelle consultation avec le ou la praticien qui vous permet un petit peu de faire le delta avec le moment où vous êtes à rentrer à la Camille. Donc, il nous permet, nous, d'avoir les dernières informations vous concernant par rapport à votre parcours de soins, par rapport à l'évolution de vos traitements, ou très simplement par rapport à la reprise de votre vie, quant à la reprise du travail, comment on va s'organiser pour que vous puissiez pratiquer en tenant compte de cette reprise, et pour pouvoir, au travers de quelques tests physiques assez simples que l'on vous aura proposés en amont, pendant la première consultation, que vous puissiez, tout comme nous, observer les améliorations que vous avez en termes de force, en termes de souplesse, en termes d'équilibre, en termes de souffle. Voilà, tous ces points-là que l'on voit à la première consultation. Donc, voilà un petit peu pour la trame, on va dire, assez générale d'un programme Camille. Super, merci beaucoup au binôme de la Camille Sport et Cancer. Et donc, on va partir s'aérer avec le docteur Arlette Pomerol, avec passage envers corps. Docteur Pomerol, donc vous êtes oncologue médical, on va vous laisser la parole et vous avez des jolies photos à partager avec nous. Alors moi, je voulais dire quelque chose, un petit peu, avant de laisser la parole à Arlette, juste pour dire que Passage envers corps, ça a été une découverte pour nous, au départ, avec mon réseau cancer du sein. Et puisqu'on cherchait, on parlait beaucoup de l'après-cancer et des séjours thérapeutiques qui pouvaient être utiles. Et Passage envers corps, c'est l'unique et le premier séjour qui nous a dit, mais nous, il n'y a pas de souci, on peut accueillir des hommes, ça c'est déjà un fait très rare, et on peut accueillir des personnes qui ont un traitement chronique, donc des patients et des patientes qui ont un cancer métastatique, stabilisé bien sûr avec la sécurité du médecin. Et du coup, ça a été une vraie petite révolution dans notre association Patients en Réseau, parce que de pouvoir dire que ces séjours peuvent accueillir, j'allais dire tout le monde, bien entendu, Arlette va nous expliquer comment ça se passe. Voilà, c'était une révolution en tant que telle, et on a eu 100% de retour absolument enchanté de ces séjours. Donc, c'est avec un immense plaisir que je vous donne la parole ce soir, docteur.
Merci beaucoup pour cette introduction qui fait chaud au cœur, je dois dire. Écoutez, je vais pas avoir... Enfin, si, j'ai des choses à ajouter à tout ce qui vient d'être dit très, très brillamment et de façon très complète. Et effectivement, je ne peux que approuver tout ce qui a déjà été dit. Donc, moi, je suis oncologue médicale. J'ai décidé de monter cette association Passage en Vercors il y a déjà 7 ans. Elle a donc maintenant 6 ans d'existence. Et c'est une association qui accueille des personnes sous forme de séjour, 7 jours complets, en petit comité, 8 personnes maximum, pour prendre soin de soi, partager avec les autres et se faire du bien. Se faire du bien, alors ça se passe à la fois dans la joie et dans les pleurs. Leslie peut en témoigner parce qu'on va chercher un petit peu des choses personnelles tout en utilisant la force et la joie du groupe. Les activités sont agencées dans le temps pour se renforcer les unes les autres. Et les personnes sont disponibles pour elles-mêmes et donc disponibles pour échanger avec les autres complètement, puisqu'elles ne sont pas encombrées, leur esprit n'est pas encombré ou pas trop encombré. Et au fil du séjour, on voit que ça va de mieux en mieux par les soucis du quotidien et par les contraintes du quotidien. Donc, quand les femmes ou les hommes viennent participent à une séance d'art-thérapie, par exemple, qui fait partie du programme, les personnes sont déjà ensemble depuis plusieurs jours et n'ont pas la contrainte de se dire, bon, là, j'arrive un peu essoufflée parce que je suis déjà en retard et derrière, il va falloir que j'aille chercher le petit à la crèche ou que j'aille faire à manger pour partager avec la famille. Et encore ça, c'est dans le meilleur des cas parce qu'il y a aussi les gens qui sont tout seuls. Donc, le fait d'être en séjour comme ça permet d'avoir une synergie très forte entre les différentes activités. Nous avons donc comme type d'activité, en premier lieu l'activité physique adaptée, dont je ne vais pas revenir là-dessus. C'est d'ailleurs parce que je connaissais bien la Camille, puisque j'étais une amie de Thierry Bouillet, que j'ai eu l'idée de monter cette association en me disant, mais l'activité physique, presque ça fait autant de bien que la chimiothérapie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut remplacer, hein, bien sûr. Je dis c'est en plus, c'est fromage et dessert. Donc, activité physique adaptée, des randonnées, puisque nous avons la chance d'avoir des paysages absolument magnifiques autour de nous, en plein milieu du Vercors, qui est quand même assez symbolique aussi comme lieu. De l'art-thérapie, de la sophrologie pour apprendre à gérer le stress, un petit peu de yoga, des séances d'éducation thérapeutique, parce que tout au long de la conférence, là, ce soir, j'ai beaucoup entendu le terme de patient. Et j'aime pas trop ce terme. Il est lourd de sens. Et j'aime bien le remplacer par... en tout cas, c'est vraiment la philosophie que nous avons dans l'association. Et c'est le parcours que nous avons mis en place pour les personnes qui nous font confiance. C'est de rendre les personnes acteurs de leur santé, en leur faisant comprendre quels enjeux pour eux peuvent être en cause dans leur cheminement et dans leur prise en charge de leur pathologie et de leur façon de vivre. Donc, nous avons des ateliers spécifiques sur le thème de la maladie, des traitements, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie et comment je fais, non pas pour tourner la page, mais pour vivre avec la maladie et pour vivre avec les traitements. Comment ça a changé ma perception de la vie, ma perception des rapports aux autres et comment je peux faire pour vivre avec tout ça. Comment je peux faire éventuellement pour retourner au travail avec tout ça, si c'est à l'ordre du jour pour la personne. Voilà, c'est tout un cheminement. Nous avons un atelier qui est animé par un coach sur la question du retour à l'emploi, des entretiens individuels avec moi pour parler de la pathologie, si
les personnes n'ont pas bien compris quels étaient les enjeux de leur histoire, de leur traitement, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place au quotidien pour améliorer leur qualité de vie. C'est également un espace où on aborde la question de la sexualité, qui est évidemment un sujet assez important, très très peu abordé à l'hôpital, et je pense que c'est bien dommage. Je crois que c'est à peu près tout. On fait aussi de la musique pour les soirées. Et voilà. Alors, je vais quand même dire un petit mot sur la question, prendre un tout petit peu la défense de mes collègues oncologues. Je pense que vraiment, actuellement, la très grande majorité des oncologues sont convaincus de l'intérêt des soins de support et tout particulièrement de l'activité physique à la fois sur l'amélioration de la qualité de vie et sur l'augmentation des chances de guérison ou la réduction des risques de récidive. On peut prendre le problème comme on veut. Il y a quand même un problème pratique qui est celui du financement et celui de l'accès aux activités. Et je pense qu'on ne peut pas évoquer, on peut pas ne pas évoquer ce problème de financement dans une conférence comme celle-ci. Nous sommes nombreux donc autour de la table à avoir des activités associatives et c'est quand même un problème. L'activité physique peut être prescrite par un médecin, doit être prescrite par un médecin. Je demande que toutes les personnes qui viennent dans nos séjours aient une prescription non seulement d'activité physique, mais une prescription pour un séjour thérapeutique, puisque bien, par exemple, des cures thermales peuvent être prescrites. Donc, pourquoi pas également un séjour qui est bien un séjour thérapeutique. Et je suis militante sur le sujet. C'est vraiment un problème qui, à mon avis, est un problème sérieux. Et au passage, si vous allez sur le site de Passage en Vercors, vous verrez que l'association est obligée d'arrêter ses activités pendant quelques mois, le temps de retrouver des solutions, entre autres financières, mais pas que. Voilà. Merci beaucoup, Arlette, pour, j'allais dire, ce plaidoyer. C'était évidemment un vrai sujet et je pense que sur ce point, ça fait partie d'ailleurs des questions, hein, comment est-ce qu'on finance, est-ce que les mutuelles peuvent participer, etc. Mais je crois que, en tout cas à notre niveau, on est tout prêt à soutenir les démarches qui seraient nécessaires pour, par exemple, effectivement, faire en sorte que les séjours thérapeutiques puissent bénéficier de soutien, un peu comme les cures thermales peuvent le faire. On demande souvent des données, mais je pense que vous en avez avec tous ces séjours que vous avez réalisés. On a accueilli 500 personnes. Depuis la création de Passage en Vercors, on a pas mal de données qui montrent on a 100% de satisfaction et vraiment des gens qui se remettent en marche dans tous les sens du terme. Très bien. Alors, je crois que vous aviez une très belle photo à nous partager et juste le temps qu'on la voit, voilà. Ouais. Je crois aussi qu'on se régale tout en mangeant bien et sainement. Oui. Je crois qu'on se régale dans vos séjours. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à dire. Oui, effectivement, on se régale. Effectivement, je n'ai pas cité l'atelier diététique parmi les activités parce qu'il faut bien manger et bien bouger. Ça va ensemble. Se nourrir correctement, c'est quand même également quelque chose de très important pour avoir du plaisir. Le plaisir dans la vie, c'est vraiment quand même quelque chose d'extrêmement important. Et je crois que quand on a des problèmes de santé, c'est important de mettre ça aussi au centre de sa vie. Donc, on se régale, oui. Leslie, tu veux nous dire comment c'était? Tu avais déjà fait de l'escalade? Non, mais j'en referai pas non plus parce que c'était une catastrophe. Mais c'est une expérience extraordinaire parce qu'en fait, dans l'escalade, on se tient les uns les autres, donc il faut faire confiance à l'autre. Et voilà, nous, on l'a fait plutôt en fin de séjour. Je pense que c'est toujours en fin de séjour. C'est toujours en fin de séjour, oui. C'est toujours en fin de séjour. J'en ai pas parlé là parce que on fait ça uniquement pendant les séjours d'été. En ce moment, il fait un peu froid. Mais sur le plan métaphorique, c'est vrai que l'escalade, c'est vraiment quelque chose de très joli. Je dis souvent que l'escalade, c'est une activité
où l'on doit savoir lâcher prise pour continuer à avancer. Et je pense que c'est tout la métaphore concernant la vie même, c'est valable. Et le traitement contre le cancer et le parcours de soins de quelqu'un atteint d'un cancer, c'est quand même aussi ça. Savoir lâcher prise, c'est indispensable, tout en ayant des appuis solides. Et retour vers le Qigong et l'activité physique adaptée. Ensuite, effectivement, il faut pouvoir faire ça à deux et avoir confiance l'un dans l'autre, reliés par un espèce de cordon ombilical qu'est la corde. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Dr Pomerol, et merci pour ce chouette photo, parce qu'on voit que c'est à quasiment toutes les saisons, donc c'est beau, en automne, au printemps, en été, c'est magnifique. Bravo, et on va relayer donc le message au travers du replay, et on verra ensemble comment on peut relayer. Aujourd'hui, on avait choisi donc toutes ces activités. Il y a des choses qui ont été évoquées, des soins oncologiques de support. Donc, Dr Pomerol, n'hésitez pas à me reprendre des soins oncologiques de support. C'est tout ce qui est complémentaire dans le cadre du plan cancer, la nutrition, l'activité sportive, la sophrologie. Donc, c'est vraiment encadré. L'art-thérapie, oui, bien sûr, tout ce qu'on a dit là ce soir. Donc, c'est vraiment complémentaire aux soins de par son équipe médicale. On a bien vu qu'il fallait d'ailleurs demander à son équipe avant de commencer une activité. Comment on choisit les activités, où on trouve les ressources les ressources informatives pour choisir son activité? Je pense qu'effectivement, c'est l'équipe soignante qui peut au mieux conseiller la personne. Après, c'est aussi la personne qui choisit en fonction de ses goûts. Alors, sur la question de l'activité physique adaptée, je pense que ça ne se discute pas. Ça nous a été remarquablement expliqué. Ça fait partie intégrante du traitement. Et c'est pour ça que je suis tellement colère sur la question du financement qui, à mon sens, devrait être pris en charge par l'assurance maladie, ce qui ne semble pas être prêt de se mettre en place. Heureusement, il y a beaucoup de structures qui proposent. Il y a pas mal de sites pour informer, mais bien sûr, il y a des réseaux, comme on en connaît quelques-uns, qui donnent des informations et des conseils. Dans beaucoup de structures de soins, il y a des offres de soins de support. La Ligue contre le cancer est également un endroit où on peut se renseigner de façon assez efficace. Enfin, je pense qu'il y a pas mal d'activités possibles, mais les conseils avec l'équipe soignante sont absolument indispensables. Merci. Alors, en parlant de ces soignants, tout à l'heure, quand on était en off dans la salle d'attente, vous nous avez dit, et pas que vous, Mme Pomerol, nos séjours sont aussi ouverts aux soignants. Alors, je sais que d'autres nous ont dit, nous aussi, on s'occupe des soignants. Alors, c'est peut-être le moment de leur rendre hommage et de dire tout ce qui est possible pour les soignants. Je prends peut-être la parole et après, Arlette, vous pourrez compléter. Et puis, j'ai noté, un peu comme les fois précédentes, Oriane et Laure, 4-5 questions que je vais faire en rafale si ça vous va. Et évidemment, tout le monde pourra compléter. Sur les soignants, c'est évidemment important. Arlette, je vous remercie d'avoir cité Thierry Bouillet. Quand on a plus le temps, je prends le temps de parler de l'histoire de la Camille, évidemment, d'habitude. Oui, c'était pas possible. Voilà, et donc voilà, Thierry Bouillet est donc le président cofondateur de la Camille, l'autre cofondateur étant Jean-Marc Descotes, et à eux deux, c'était il y a 22 ans, il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait aucun règlement, et les grandes études n'étaient pas encore publiées. Donc, merci d'avoir parlé de Thierry. Et donc, les soignants, ils sont au cœur de l'ADN de la Camille par définition. Et nous, ce qu'on a fait, ce qu'on voulait faire avant le premier confinement, et puis qu'on a commencé à concrétiser là, enfin, ce sont des séances quand on est en intra-hospitalier, ce que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, les pôles Camille Sport et Cancer, soit en hémato, soit en onco, soit en AJA, soit en pédiatrie, soit à Gustave Roussy, on fait à peu près tout aussi, voilà, les différentes approches. C'est proposé sur le temps de travail de toutes les équipes et au-delà même de la cancéro,
les soignants et les administratifs, parce qu'ils sont aussi au combat. Et c'est leur proposer des séances un peu plus courtes, c'est 45 minutes dans le temps de travail, soit sur la pause du midi, soit en fin de journée. Et ça prend doucement du côté des DRH, du côté des départements RSE, quand il y en a dans les grands groupes hospitaliers. Et ça démarre. Et il y a deux choses. C'est évidemment le bien-être ou le mieux-être de ces équipes soignantes. Et puis, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit, Arlette. C'est aussi les convaincre, puisque ça va être le même salarié pour nous à la CAMI. Et c'est leur dire, bah, vous voyez, on n'est pas en train de parler de marché parce que vous voyez l'intensité qu'on pousse. C'est aussi ça qu'on peut faire parfois. Évidemment, on ne fait pas des bilans d'évaluation pour les soignants qui ne se déclarent pas malades. Mais voilà, on tisse le lien de confiance entre les intervenants de la CAMI et les soignants. Ça permet juste de rebondir. Arlette, vous avez entièrement raison. D'habitude, sur une présentation plus longue, ou alors Laure le sait dans d'autres sphères, normalement, la sensation qui se dégage de ma prise de parole, c'est que je tire à boulet rouge sur le manque de l'absence totale de financement par une prise en charge de l'État. Donc, vous avez entièrement raison. C'est juste qu'on, voilà, vous le savez, on est passionné. Oui, voilà. Et là-dessus, ça va être obscur pour certains, mais Arlette, je ne sais pas si vous le savez, mais j'espère qu'on aura un 51 autorisé au premier trimestre 2022, qui est exactement tout ce qu'on vous a dit avec Guillaume, 1000 patients, dont 200 ou 250 avec tumeur du sein, dans nos parcours, tumeur de poumon, pardon, dans nos 15 pôles oncologie sur 3 ans et demi, le tout financé par l'assurance maladie pour une dernière fois montrer l'impact sur le patient, l'impact sur le système de soins et la qualité et la fluidité du parcours dans l'hôpital, les impacts au long cours et, si possible, une diminution de la consommation globale et des dépenses de santé. Donc, on nous fera normalement confiance à la CAMI. On n'est pas les seuls, mais sur la phase aiguë, on est les seuls, si notre 51 est autorisé. Voilà, on croise tous les doigts et parce qu'on, voilà, dans 3 ans et demi, on ne pourra plus rien nous dire là. Et Arlette, vous et moi, on ira dans la rue parce que ce ne sera pas possible. Ce sera super. Pour compléter, le 51, c'est expliquer ce que c'est. Oui, voilà, mais bon, c'était juste. On va faire une newsletter dédiée. Donc, juste pour revenir aux questions, peut-être un petit peu. Ouais, voilà, c'est une expérimentation prouvée qu'on est efficace et c'est l'État, c'est l'assurance maladie qui nous paiera nous. Au lieu de, peut-être dans 4 ans, si tout marche, prendre notre modèle en exemple et le rentrer dans le droit commun. Voilà. Et faire de notre cas particulier une généralité dans la prise en charge. Voilà. Donc, à voir. J'avais juste une chose, parce qu'on a peut-être aussi, on est passé peut-être à côté d'une information importante. Et alors, en ce moment, ça l'est peut-être encore plus depuis 2 ans. On n'a pas parlé du risque de récidive qui va diminuer. Mais attention, hein, c'est aussi du risque de développer un deuxième cancer. Et c'est aussi le risque de développer une autre pathologie qui n'est pas cancéreuse, et tous ces risques-là qui vont diminuer. Plus ou moins, on n'est pas en train voilà, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des gourous, mais c'est cet ensemble-là qui, sur le moyen et donc le long terme, est extrêmement important. On parle beaucoup donc des comorbidités, de plus en plus depuis 2 ans. Voilà, tous ceux qui sont là encore autour et qui nous écoutent, c'est aussi dans ce domaine-là, on démarre ou pas, mais en tout cas, on se lance dans l'activité physique et on n'arrête plus jusqu'au bout. Alors, j'avais juste 2 autres choses. J'ai vu une question sur le forfait post-cancer. Très, très, très grosse usine à gaz qui, pour l'instant, ne va pas servir à grand-chose dans les mois qui viennent. Oui, la CAMI, on essaye d'être là. Attention, juste le forfait n'inclut que les bilans qui ont un coût, certes, mais qui n'est pas très élevé, mais pas les séances. Hein. Donc, encore une fois, confère Arlette et elle a raison, la CAMI va trouver des partenariats, d'autres associations vont trouver d'autres partenariats et on fait tous comme on peut pour que tout ça, ça puisse marcher. Et j'ai vu 2 autres questions sur les mutuelles, c'est toujours un peu la même idée. Les mutuelles sont très importantes, elles sont en train de prendre conscience qu'il va falloir apporter dans la sphère autour des gens qui sont malades beaucoup de choses en complément. Pour l'instant, honnêtement, parce que je discute beaucoup avec ces grands groupes qui se rachètent tous les uns les autres et qui ne font que grossir et grossir et grossir et grossir. Il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup d'annonces. Il existe des formes de prise en charge et en revanche, la mise en opération de tout ça, la manière dont c'est pris en charge, les informations données aux adhérents, puisque là on parle qu'ils soient malades ou pas, ce sont les adhérents, c'est très très compliqué. Et j'ai vu une question, je suis désolé, en effet, on n'est pas partout à la CAMI, mais on essaye et je peux vous dire que c'est
d'une complexité que de se faire valider par une mutuelle, mais sous quel format? Est-ce que ça correspond à ce qu'on fait déjà depuis 20 ans? Voilà. On avance. En tout cas, on y est. Le forfait, on essaye. Les mutuelles, on essaye. Et la dernière question, je suis désolé, Leslie. J'ai pas vu j'ai essayé de retrouver. Il y a les chiffres sur le cancer du poumon. Il faut juste bien avoir en tête que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, à prouver, notamment dans le cancer du sein, puisque je l'ai dit, et je pense que les spécialistes autour de la table sont d'accord avec moi. Les femmes, elles ont bien raison, et surtout celles touchées par un cancer du sein, sont plus promptes à rentrer dans tous les programmes dont on parle, tous les soins de support, et tant mieux pour elles. Et donc, c'est là qu'il y a des études scientifiques très poussées qui sont un peu plus faciles à réaliser. Et dès qu'on va avoir des cohortes moins hétérogènes, et moins forte en nombre, en représentation, ça va être difficile d'étudier. Mais en tout cas, il n'existe que des chiffres positifs. Même maintenant, dans l'hématologie qui ne nous concerne pas ce soir, on a des chiffres positifs. Voilà. Donc, les chiffres sont peut-être moins, on va dire, moins précis, moins sûrs, mais toujours, en tout cas, c'est toujours dans le bon sens. Voilà, même pour le cancer du poumon. Et je suis ravi de vous revoir, Leslie. Ce n'était pas prévu du tout, Laure. Je n'avais pas tout à l'heure, enfin, voilà, évidemment qu'on se reconnaît et que c'était voilà, il y a quelques années à la Camille, donc voilà, je suis heureux. Bon, c'est super. Juste pour rebondir aussi, donc vous avez répondu à pas mal de questions sur ces problèmes de financement, de mutuelles, d'accès, de nouvelles antennes qui pourraient ouvrir. Mais du coup, il y a une question qui a été posée à la fois pour le Qigong, mais probablement aussi pour toutes ces autres activités, parce qu'on a quand même beaucoup de personnes, nous, sur nos réseaux, qui habitent à plein d'endroits différents et donc qui sont éventuellement encore malheureusement loin des endroits où vous proposez tout ça. Est-ce que on trouve par exemple des accompagnements de Qigong en ligne, soit à travers des associations, soit sur YouTube? Est-ce que vous avez des références de ce type? Est-ce qu'on peut faire de l'art-thérapie à distance? Est-ce qu'on peut suivre des ateliers avec la Camille ou d'autres structures de ce type en ligne? On peut citer dans ce qu'on connaît, alors il n'y a peut-être pas toutes les activités, mais par exemple Maï Charlotte qui est quand même une proposition qui est en ligne, mais là aussi de qualité, avec des professionnels reconnus et qui, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais qui pouvait être proposé par exemple suite à un séjour thérapeutique, notamment avec passage en Vercors, en disant je commence avec une équipe de professionnels et puis après on m'aide, on va dire à distance, mais à pouvoir poursuivre de loin. Donc si vous avez quelques références à partager ce soir, on sera content, de façon à pouvoir répondre à ce besoin des personnes qui habitent à la campagne, dans des petites villes, mais aussi on a des personnes, notamment ce soir, qui sont de la Guadeloupe, de la Martinique, donc de nos territoires un peu plus lointains. Et on les oublie jamais, hein, mais ils sont un petit peu moins nombreux. Mais voilà, il y a quand même des personnes sur nos différents réseaux de ces différents coins du monde. Et donc, il y a besoin de solutions aussi pour toutes ces personnes. Alors oui, moi je peux dire que pour l'art-thérapie, on a développé nos programmes en ligne, notamment parce qu'on, comme d'ailleurs le disait Leslie, on a continué à faire nos séances, à accompagner les personnes pendant le Covid. Donc on a développé nos séances en ligne, donc ça marche très bien. En fait, peut-être que Leslie peut témoigner de cela, mais oui, chez Médecins de l'Imaginaire, on peut faire. Problème. Pour le Qigong, oui, il y a un cours de Qigong en visio, une fois par semaine, avec l'association Étincelle. Voilà, et sinon, moi, je donne aussi un cours le samedi matin en visio, justement pour permettre à tout le monde de pouvoir participer à distance. Voilà. Merci. Alors, on a quand même bien dépassé notre temps, tellement on s'est laissé emporter par les échanges. Donc, Oriane, est-ce que tu veux, j'allais dire, faire le mot de la fin? Et puis nous, on va partager, moi je voudrais juste partager quelques nouvelles de fin du mois de novembre Perle, donc voilà. Et on a notamment proposé sur nos différents réseaux un challenge avec Kipling. Alors, c'est pas de l'activité physique comme vous voulez, c'est-à-dire qu'on ne fait que marcher. Mais je peux vous dire que ça marche, ça marche, ça marche, ça marche.
On a fait l'équivalent de 190 marathons à nous tous, bon, évidemment, en équipe. Donc, je vais vous partager un petit lien pour vous donner les nouvelles de ça. Ce qui est génial avec ce projet, c'est que c'est des patients de différents réseaux qui font des petites équipes et qui marchent. Et en fait, on s'est dit vraiment là, il fait gris, il fait moche. Quand on est malade, c'est pas facile de bouger. Et déjà, de mettre ses baskets, d'aller marcher, je crois que tout le monde peut dire qu'on marche plus que d'habitude. Et donc, bravo à tous ceux qui ont participé. Voilà, et je vous dis bonsoir. Bonsoir, merci à tous. Bah, écoutez, c'était très complet, donc je souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Bonne soirée. Merci Oriane et Merci. Laure. Bonne Merci soirée. beaucoup. Au revoir. Bonsoir.